Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est une nouvelle venue à la vie publique, à la vie médiatique, Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines et vous présidez aussi la prestigieuse Commission des lois à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que vous présidez l'organisme qui peaufine nos lois, qui ajuste nos lois. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Dans votre vie d'avant, vous étiez avocate, vous avez passé beaucoup de temps à l'étranger, en particulier en Asie. Depuis que vous avez été élu, vous avez rapporté la loi sur la moralisation de la vie publique. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Oui, alors 3 mois après votre élection, comment vous sentez-vous dans vos fonctions à l'Assemblée nationale ? Je me sens très Yaël sereine. Je me sens très sereine, je me sens à ma place. Je pense que nous sommes là pour faire avancer les réformes et je pense qu'il y a vraiment une réelle énergie qui se dégage de ces premières semaines et de ces premiers mois de mandat. Donc plein d'enthousiasme, en même temps plein de responsabilités. Donc nous nous sentons vraiment en capacité d'apporter concrètement des réponses aux problèmes des Français et de mettre en œuvre le programme présidentiel. Alors vous insistez beaucoup sur cette capacité, nous l'avons tous noté. Les premières semaines ont été parfois un peu claudicantes. Aujourd'hui, vous faites quel bilan de ces premières semaines de vie parlementaire ? Alors moi, je n'utiliserai pas le terme claudiquant parce que nous avons été élus le 18 juin. Quelques semaines, voire quelques jours après ces élections, nous avons entamé des débats parlementaires extrêmement importants sur les ordonnances du droit du travail, mais également sur la prorogation de l'état d'urgence, puis sur la loi de moralisation de la vie publique. Que vous avez rapporté. Que j'ai rapporté. Ces débats ont été très aboutis, très constructifs, très intenses. Et les lois qui en ont découlé sont de belles lois et sont des lois importantes. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la majorité a été claudicante. Très bien. Romain Masneau, RCF. Le parti est critiqué même en interne par certains députés pour son manque de démocratie interne. Est-ce que la République En Marche doit devenir un parti comme les autres, ou sinon quelle doit être sa singularité ? On parle de MOOC, formation en ligne pour les adhérents. Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait de différent, de singulier ? Le parti est-il en marche, Yaël Braun-Pivet ? Alors, ce qui distingue ce parti, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie aspiration de la société civile dans son ensemble à s'engager en politique. Ce qui n'était absolument pas le cas avant, ou en tout cas, c'était réservé vraiment à des militants. Là, nous avons à En Marche des gens vraiment de tout horizon qui n'ont pour la plupart aucun passé politique et qui tout d'un coup ont eu le plaisir de se retrouver dans des réunions, dans des cafés citoyens, pour échanger, mais discuter au fond des sujets. Donc je pense que maintenant que nous avons des élus, dont je fais partie, que nous sommes en responsabilité, il faut que nous inventions la suite de ce processus pour ne pas le dénaturer, justement en devenant un parti comme pouvaient l'être les anciens. Donc il faut garder la fraîcheur, il faut surtout garder la participation citoyenne qui a vraiment fait partie de l'ADN d'En Marche. Et donc la transformation n'est pas forcément facile, mais en tout cas, nous sommes parfaitement conscients qu'il faut vraiment préserver justement cette fraîcheur. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui être exactement comme les autres. Je pense qu'il faut nous laisser le temps aussi de grandir, de nous organiser et d'organiser également le lien entre nous élus, entre le gouvernement et entre la base, via le lien avec les comités locaux, essayer de trouver un peu nos synergies et notre mode de fonctionnement. Tout est à inventer, mais c'est justement ça qui est passionnant. Vous reconnaissez que vous tâtonnez pour l'instant. Je ne dis pas qu'on tâtonne, je dis que tout est à inventer. Et quand tout est à inventer, il y a nécessairement un début où on pose les choses, où on réfléchit, où on essaye des choses. Ça ne veut pas dire que l'on tâtonne. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il y a des choses à essayer dans le fonctionnement parlementaire ? Des choses que vous avez trouvées bizarres, parce que n'ayant pas justement le recul de la vie politique, il y a peut-être des choses qui vous ont surprise, et puis des choses qu'il faudrait essayer. Alors, Yaël Braun-Pivet. Évidemment, nous faisons tous, comme on pourrait faire en entreprise, vous savez, un petit rapport d'étonnement.
on arrive dans un lieu que l'on ne connaît pas pour la plupart, qui a un système et des modes de fonctionnement qui sont quand même très codifiés, très normés et très anciens. Donc il faut se garder d'une éventuelle volonté de tout renverser parce que c'est un système qui a quand même fait ses preuves et qui a résisté à toutes les tempêtes politiques et à toutes les tempêtes historiques. Donc je pense qu'il a beaucoup de choses qui sont vraiment très importantes et très bonnes. En revanche, il faut s'interroger sur la pertinence de certains modes de fonctionnement. Par exemple, qu'est-ce qui vous a étonné ? Ce qui peut nous étonner, c'est un peu le rapport au temps à l'Assemblée. Oui. C'est-à-dire, alors ça va vous paraître un petit peu étrange, mais les horaires des séances. Les séances sont timées, c'est 9h30, 15h, 21h30. Mhm. Parfois, vous pouvez commencer l'examen d'un texte un lundi à 16h. Dans une entreprise, dans une association, vous ne commencez pas une journée de travail à 16h. Ça paraît un petit peu... Alors, on comprend, il y a des raisons, il faut que les députés de province viennent à Paris, etc. Mais voilà, il y a probablement un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme anecdotique. Un horaire idéal pour vous, ce serait quoi ? Je n'en sais rien, mais en tout cas... Et c'est un peu la démarche de François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est qu'il a lancé un certain nombre de chantiers via des groupes de travail qui vont se réunir pendant toute la mandature pour justement faire des propositions dans l'organisation du travail, par exemple, qui touchent au développement durable. Je ne sais pas si vous avez vu les images pendant la loi Confiance, mais c'était des brouettes de ramettes de papier qui contiennent les amendements qui sont déposés. Mais il y a des centaines et des centaines de ramettes de papier qui ont été imprimées et des amendements que l'on pourrait aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, consulter Chacun sur des tablettes, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui sont très matérielles, qui peuvent toucher à l'organisation législative, qui peuvent toucher au rapport que les citoyens vont avoir avec le législateur. Donc il y a plein de chantiers, mais ces chantiers sont ouverts. Ce ne sont pas des chantiers qui appartiennent à La République En Marche, hein, bien sûr, parce qu'au sein de ces groupes de travail à l'Assemblée nationale, tous les partis seront représentés parce que tout le monde peut avoir, en tout cas, a vocation à participer à ces chantiers de sur le travaux fond, il y a juste peut-être, je ne sais pas, une bizarrerie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a souvent des textes importants qui arrivent dans des séances de nuit où il n'y a personne, ou des textes qui sont retirés de l'ordre du jour par l'intervention de quelqu'un. Je pense par exemple au texte sur la cogestion de l'île Tromelin, par exemple, que l'on devait céder à Maurice. Louis Dauphren avait déjà parlé de l'île Tromelin. Ça avait été retiré en séance de nuit, enfin, bon, voilà, la veille même de... on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques bizarreries comme ça. La présence en séance, la présence en commission, comment vous avez découvert tout ça ? Tous les artifices pour montrer qu'on est présent en séance alors qu'en fait on ne l'est pas, on s'inscrit puis on repart, tout ça, ça doit changer, ça ? Alors, la séance, c'est un petit peu c'est l'aboutissement d'un processus législatif. Et malheureusement, les gens considèrent que c'est la séance qui est la vitrine de notre travail parlementaire. Pourquoi vous dites malheureusement ? Parce que ça n'est vraiment pas exact. C'est pas là que ça se passe ? Alors, il n'est pas question de savoir si c'est là que va se passer la négociation et que c'est vraiment là que le texte va vraiment trouver son vrai visage, mais... Il s'agit de l'aboutissement de tout un travail. Pour vous donner un exemple, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur la loi qui concerne le terrorisme. On en reparlera plus tard, mais simplement sur le processus législatif. Le rapporteur de cette loi travaille dessus depuis le mois de juillet. Il a organisé des auditions auxquelles participent de nombreux députés. À chaque audition, il y a 20, 30 députés qui sont là pour poser des questions. Les auditions se sont poursuivies à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Après, nous avons des réunions et chaque groupe se réunit pour étudier le texte et pour en discuter et pour arbitrer. Après, nous avons un travail en commission qui a eu lieu hier toute la journée et mardi après-midi. Après, il y a encore des arbitrages qui s'effectuent et seulement viendra le temps de la séance. Donc, le jour de la séance, bien sûr, peut-être qu'il y aura moins de présents, mais c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'un travail législatif. Et donc, c'est vrai, ça fait partie des objectifs de ma présidence, c'est d'essayer de faire de la pédagogie autour de ce travail législatif pour que tout le monde comprenne bien les différentes étapes et quelle
quelle est l'importance de chacune. C'est ce que vous avez bien fait, Yaël Braun-Pivet. Je rappelle que vous présidez la commission des lois. Une question de Corinne Laurent-Lacroix. Avec l'adoption de la loi sur le non-cumul lors du quinquennat de François Hollande, le Parlement, les députés ne doivent pas cumuler une fonction exécutive locale et les sénateurs vont à leur tour appliquer cette loi à partir du 2 octobre. Donc on va avoir un Parlement qui pour la première fois sera celui du non-cumul. Les réformes institutionnelles d'Emmanuel Macron prévoient une réduction du nombre de parlementaires notamment. Est-ce que vous ne pensez pas que ce Parlement du non-cumul, le premier, plus une réduction du nombre de parlementaires, pourrait un peu attenter au fonctionnement démocratique, à l'équilibre institutionnel de la Ve République? Yaël Braun-Pivet. Alors, ce sont des vraies questions qui se posent, mais plus largement, en fait, ces questions renvoient au lien qu'il y a entre l'élu au Parlement et un territoire. Et c'était ces questions qui se sont posées également quand nous avons débattu de la réserve parlementaire, puisque certains députés, ancien monde, considéraient que notamment le lien avec la circonscription se matérialisait par cette capacité qu'ils avaient de procéder à certains financements locaux. Nous pensons... Et là, il n'y a plus besoin d'avoir des responsabilités locales particulières, voire il n'y a pas de lien nécessairement avec la taille de la circonscription. Nous pensons que le lien d'un député ou d'un sénateur ne passe pas par ces moyens-là. Et que nous avons un devoir d'être sur le terrain, parce que nous représentons une population, nous avons un devoir de leur expliquer ce que l'on fait en leur nom, donc par le biais justement à inventer encore une fois de réunions publiques en cours de mandat. Moi j'en organise 2 dans les 15 jours qui viennent pour justement rendre compte de mon travail, venir à la rencontre de la population plutôt que soit de leur distribuer de l'argent, soit d'avoir un lien parce que l'on exerce un mandat local. Si on réduit de façon drastique le nombre de parlementaires, c'est ce lien qui pour certains risque d'être mis en péril. Ce lien avec le peuple. Alors la réduction en fait ne va pas être drastique. Alors déjà nous n'en connaissons pas les contours exacts puisque nous n'avons pas encore de projet de loi. C'est un texte qui devrait, concernant le nombre de parlementaires, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a annoncé un texte pour le début de l'année 2018. Donc nous n'en connaissons pas encore la teneur. Le projet présidentiel était de réduire le nombre de députés d'à peu près un tiers et d'introduire une dose de proportionnelle. Donc il ne s'agit pas non plus d'une réduction drastique. Il y aura encore environ, j'imagine, au moins 400 députés. Donc le lien avec le territoire ne sera pas rompu. Sera maintenu. Romain Masneau, RCF. Corinne Laurent parlait du Sénat, il y a les sénatoriales qui se profilent pour bientôt. La droite et le centre ont une nette majorité. Alors, il y a un groupe, La République En Marche, mais qui comprend surtout des anciens parlementaires, sénateurs socialistes. Quels sont vos objectifs pour ces sénatoriales? Vous-même, vous êtes à l'Assemblée, bien sûr, mais quels sont les objectifs de votre parti? C'est vrai que de par mes fonctions à la commission et avec les textes qui m'ont occupée, je me suis malheureusement pas beaucoup impliquée dans la campagne des sénatoriales. Donc je la vois se dérouler, je vois que pour La République En Marche, c'est un mode de scrutin compte tenu des équilibres passés qui n'est pas très favorable. Donc je ne pense pas que les grands équilibres du Sénat soient bouleversés. J'observe tout de même que les sénateurs sont dans une dynamique d'ouverture au Sénat et qu'on l'on voit par l'adoption des textes récents qu'ils ont souvent porté des mesures novatrices et donc je ne suis pas inquiète quel que soit l'équilibre qui découlera de ces élections pour notre réussite commune à procéder à un travail législatif de qualité. Mais avec la réduction des dotations publiques, ça risque un peu de coincer du côté des sénateurs qui sont élus par des élus locaux. Bien sûr. Écoutez, je ne mesure pas du tout l'impact de ces mesures. Donc, nous verrons bien ce qui sortira des urnes. L'élection, vraiment, est dans quelques jours maintenant. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Et puis, nous allons retrouver notre invité. Je rappelle que notre invité est donc Yaël Braun-Pivet, députée République En Marche des Yvelines et présidente de la commission des lois à l'Assemblée. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Yaël Braun-Pivet, députée République En Marche des Yvelines et présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle est interrogée pour La Croix par Corinne Laurent, pour Radio Notre-Dame par Louis Dauphren et pour RCF par Romain Masneau. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Alors, il y a toute une série de dossiers. Peut-être le premier, alors je ne sais pas, la loi sur la moralisation de la vie publique. Quels sont les objectifs que vous vous fixez? Est-ce que vous sentez que les choses vont vraiment évoluer dans ce domaine? Yaël Braun-Pivet, sur vous quel avez point rapporté précis cette loi. Oui. C'est donc un sujet Voilà. qui vous est cher. C'est une loi que j'ai rapportée qui était un des grands engagements présidentiels pendant la campagne. Et c'est un texte qui tenait vraiment à cœur aux députés de la République En Marche, puisque nous l'avions vraiment porté. Nous souhaitions collectivement être des députés différents. Et pour nous, il était important d'adopter un certain nombre de règles qui pouvaient illustrer cette façon de faire de la politique que nous souhaitions peut-être plus vertueuse et peut-être plus responsable. Donc nous avons étudié ce texte. Donc cette loi change quelque chose précisément? Alors, cette loi change beaucoup de choses. Oui. Alors, elle concerne beaucoup les parlementaires et il nous l'a été un petit peu reproché par nos collègues sénateurs. Et nous en avons d'ailleurs changé un petit peu le nom, considérant que le vocable public était trop large. Et nous l'avons resserré à politique, considérant que notamment elle n'avait pas à concerner les fonctionnaires. Alors que les sénateurs avaient vraiment souhaité que les fonctionnaires soient inclus dans les obligations de cette loi. Donc qu'est-ce qui va changer? Donc ce qui va changer, c'est nous avons interdit les emplois familiaux, par exemple. Nous avons demandé à ce que les parlementaires aient des remboursements de frais sur justificatif. Donc nous n'avons plus d'enveloppe globale dont nous pouvions avoir un usage non contrôlé. Donc demain, nous serons remboursés sur facture. Nous avons limité au maximum les conflits d'intérêts. Nous avons également indiqué de façon très claire que pour se présenter à une élection, il fallait avoir un casier judiciaire vierge, qui était un engagement de campagne très important de notre président, de façon à ce que les élus soient exemplaires. Donc nous avons créé une banque de la démocratie, qui était un thème cher à nos amis du MoDem, pour permettre un financement de la vie politique plus aisé et pour permettre d'éviter les freins d'accès à la vie politique. Donc il y a un certain nombre de mesures vraiment, je pense, qui sont de nature à changer la façon dont nous exerçons notre mandat. Et bien évidemment, nous avons supprimé la réserve parlementaire qui était vraiment un élément central de cette loi. Mais ça touche les parlementaires, ça ne touche pas les maires, par exemple. Les maires, il y a un vrai dossier en France, c'est la distribution des subventions et le clientélisme qui en découle. Là, ça fait vraiment partie de la moralisation de la vie politique. Là, il n'y a rien. Alors, parce que l'attribution des subventions ne répond absolument pas à la même logique. Donc, elle n'avait pas vocation à être discutée dans ce cadre-là. Maintenant, effectivement, il y a des possibilités de suspicion que nous avons cherché à éliminer en tant que parlementaires à notre égard. Maintenant, il y a peut-être un chantier à ouvrir pour éviter cette suspicion à d'autres fonctions électives, parce qu'effectivement, c'est un élément très important. Ce n'est pas nécessairement mon souhait, parce que je n'ai pas à dicter aux uns et aux autres la façon de se comporter. En tout cas, c'est quelque chose que, pour nous nous sommes appliqués et nous en sommes fiers. Alors, il y a beaucoup d'autres chantiers qui ont été ouverts par votre majorité. Corinne Laurent, La Croix. Oui, la commission des lois vient d'examiner le projet de loi sur la sécurité intérieure et qui lutte contre le terrorisme. Cette loi va très loin. Les députés de la commission des lois ont renforcé le texte qui avait été adopté par le Sénat en juillet. Sur les contrôles d'identité, notamment. Parfois, on parle d'une loi plutôt liberticide. Qu'en pensez-vous? Yaël Braun-Pivet. Comment vous défendez-vous? Alors, déjà, je n'ai pas à me défendre. Ce que nous défendons, que ce soit le ministre de l'Intérieur dans son rôle ou nous, députés au sein de la commission des lois, c'est les Français. Et ce sont les Français dans toute leur acception. C'est-à-dire que l'objectif de ce texte, c'est un objectif de protection. Il faut nous protéger d'une menace terroriste qui est présente, qui est pérenne et dont on sait qu'elle est manifeste et qu'elle peut intervenir à tout moment. Et en même temps, il faut protéger
les citoyens de toute atteinte à leur liberté. C'est Voilà. cet équilibre. Il faut également protéger les libertés. Jusqu'où fait. peut-on aller pour répondre à la demande de sécurité? C'est ça la question politique qui est posée. Mais c'est la Yael question Braun-Pivet. politique que nous Oui. nous sommes posée, mais j'allais dire tout groupe confondu au sein de la commission des lois hier, et tous avec cet esprit de responsabilité. Et en se posant cette question, après, ce sont les réponses qui diffèrent. Donc vous aurez les républicains qui, majoritairement, soutiennent qu'il faut rester dans l'état d'urgence, que compte tenu de la menace présente, on ne peut pas courir le risque d'en sortir. De l'autre côté, vous aurez certains députés d'autres groupes politiques qui vont nous dire il faut sortir de l'état d'urgence, mais il ne faut adopter aucun autre dispositif alternatif. Et nous, La République En Marche, nous considérons qu'il faut sortir de l'état d'urgence parce qu'il s'agit d'un régime d'exception qui ne peut pas perdurer ainsi dans le temps, mais que parallèlement, compte tenu de la menace et compte tenu de l'état de nos droits positifs, nous sommes contraints d'adopter une législation spécifique, mais qui ne vise qu'à remplir un seul objectif, c'est de lutter contre la menace terroriste. Et donc les textes que nous avons adoptés hier et que nous adopterons en séance peut-être encore modifiés ne visent qu'à cette fin-là. Donc ils sont déjà très circonscrits par rapport, je vous le rappelle, à un état d'urgence qui avait une vocation à s'appliquer beaucoup plus globale. Donc on ne transpose pas dans le droit les principales mesures de l'état d'urgence? Absolument pas. Il n'y a aucune transposition d'aucun article de façon stricte. Après, donc, il y a des mesures qui ont été utiles dans l'état d'urgence, mais... Et c'est à ça que servent les auditions, par exemple. Quand nous auditionnons le procureur Molins, qui est le parquet antiterroriste, quand nous auditionnons les services de la DGSI, quand nous auditionnons les policiers, les gendarmes, ils nous expliquent ce que c'est leur vécu, quelle est leur expérience. Nous avons été aussi, avec M. Ciotti, nous avons fait une visite dans le cadre du contrôle de l'état d'urgence à la préfecture de police de Paris la semaine dernière. Donc, les gens du terrain nous expliquent, voilà, ces mesures de l'état d'urgence nous ont été utiles pour telle raison, de telle façon, et après à nous, parlementaires, de les adapter de telle sorte qu'elles gardent leur intérêt opérationnel pour ces professionnels qui, je vous le rappelle, sont là pour nous protéger d'une menace qui existe, et en même temps qu'elles puissent, de la façon dont on les accepte, qu'elles puissent protéger nos libertés individuelles et donc être appliquées de façon mesurée. Romain Masneau, RCF. Autre sujet, le gouvernement annonce vouloir étendre la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Alors pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis de se conformer à l'avis du comité d'éthique, qui a émis un avis favorable, mais qui a émis quand même des réserves sur l'absence de figure paternelle, sur le risque de remise en cause du principe de gratuité compte tenu de la pénurie de donneurs de gamètes. Est-ce que vous sentez, vous, que la société est vraiment prête à franchir cette étape? Yael Braun-Pivet. Écoutez, je ne sais pas si la société est prête à franchir cette étape. Je pense qu'il est important d'ouvrir le débat, qu'il est important Là, c'est plus qu'ouvrir le débat. Apparemment, le gouvernement annonce là, Marlène clairement Schiappa est allée plus loin des... cette semaine. Oui, mais de la même façon, il va y avoir des discussions, il va y avoir des auditions, il va y avoir des tables rondes. Le texte n'est pas prêt, il n'est pas sur la table du Conseil des ministres. Donc la discussion va s'ouvrir de telle sorte qu'à modeler le texte qui résultera de tous ces échanges. Donc je ne pense pas que l'on puisse aujourd'hui dire voilà ce qui va être fait. Maintenant, il s'agit d'une question importante qui concerne un certain nombre de femmes et je comprends et je n'exprimerai pas ma position personnelle sur le sujet, mais je comprends en tout cas que ces questions se posent et qu'il faille en discuter aujourd'hui. Cela semble important. Mais donc vous dites, Yael Braun-Pivet, rien n'est fait. Rien n'est décidé pour l'instant. À mon sens, il y a... Ce qui est décidé, c'est de dire il faut aller dans cette direction-là. Après, vous m'interrogez sur les modalités plus que sur finalement le principe même de cette PMA qui a été annoncé. Et je pense que nous irons dans cette direction-là. Maintenant, les modalités restent à définir, la façon dont cela se fera. Et donc, je pense que c'est à cet égard qu'on peut dire que rien n'est fait. Maintenant, l'orientation a été annoncée très clairement suite à l'avis du comité consultatif d'éthique. Et je pense que cette orientation est la bonne. Mais l'avis du comité, vous le savez, ne s'est pas exprimé à l'unanimité. Il y a une forte minorité qui a posé un certain nombre de questions que Romain Masneau
à préciser. Donc manifestement, on a encore besoin d'une consultation importante. Est-ce que vous appelez de vos voeux cette consultation? Est-ce que vous pensez qu'elle doit se dérouler? De quelle façon? Je pense que, en fait, il ne faut jamais avoir peur, ni de la consultation, ni de la concertation. Et on voit bien, avec les réformes que l'on a adoptées récemment, que plus on se concertera, plus on discutera, plus on échangera, mieux seront les réformes et mieux elles seront acceptées. Donc je pense qu'on ne peut jamais se passer de consultation et de concertation, ce d'autant plus que ce sont des sujets pour lesquels nous n'avons pas un calendrier impératif, il n'y a pas non plus d'urgence en termes de jours. Donc nous pouvons prendre quelques mois pour évoquer ces questions, pour consulter au maximum, mais je pense néanmoins que ce qui a été annoncé, c'est une direction, il y a un souhait très clair d'ouvrir la PMA aux couples de femmes, et je pense que si c'est encadré, ou en tout cas s'il y a des réserves qui permettent de se dire qu'il faut l'encadrer, encadrons-le éventuellement, mais en tout cas sur le principe, je pense que c'est une avancée pour les femmes. Sur le principe, pour vous, c'est clair? Pour moi, c'est en tant que femme et en tant que mère de famille, pour moi, c'est clair, c'est une avancée pour les femmes. Vous auriez vu vos enfants élevés par deux femmes, ça vous aurait pas posé de problème? J'ai du mal à me projeter. Je suis avec mon mari depuis que j'ai 16 ans. J'ai 5 enfants, donc la fiction de la sorte, ça n'est pas possible. Mais j'ai des amis qui élèvent des enfants, qui sont en couple, de femmes, et tout va bien. Vous semblez dire qu'en tout cas, l'exécutif prendra d'autres dispositions que celles de la précédente mandature qui avait mis des millions de personnes dans la rue. Mais c'est ça que vous insistez pour sur la la loi concertation. Vous semblez dire que les gens descendent dans la rue, ou bien ça se fera de manière fluide et pas de manière frontale. Non, mais je n'en sais rien. Il ne vous aura pas échappé que moi, je suis présidente de la commission des lois, que j'examine les textes quand ils parviennent au Parlement. Je ne fais pas partie de l'exécutif ni du gouvernement. Donc, je ne vais pas donner des conseils au gouvernement sur la façon de procéder en la matière. J'ai juste noté que plus il y avait de concertation, mieux les choses étaient acceptées. Donc, j'invite effectivement, mais c'est ce que je fais au sein de ma commission, de la concertation. Corinne Laurent, Lacroix. Et je voulais faire juste un petit retour sur le texte sécurité intérieure et antiterrorisme. Il y a un débat sur les contrôles d'identité. Est-ce que vous pouvez préciser quel est le cadre de ces contrôles d'identité? Braun-Pivet. Par qui peuvent-ils être menés et sur quelle surface, sur quel territoire? Et dans quel périmètre? Alors, il y a plusieurs dispositions qui vont pouvoir concerner les contrôles d'identité. D'une part, il y aura les zones de protection et de sécurité, qui sont des zones qui peuvent être délimitées sur des événements particuliers, donc pour permettre à des communes d'organiser des festivals, des manifestations. Des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, notamment, en toute sécurité, donc de délimiter des périmètres, donc des lieux circonscrits. Parallèlement, il y a également des zones qui ont été délimitées autour des frontières et autour des points de passage internationaux sur lesquels nous pouvons avoir des entrées. En fait, clairement, il faut toujours se rappeler quel est l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas victimes d'attentats terroristes. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais c'est de nous doter d'autant de moyens possibles pour être efficaces face à cette lutte. Et donc, ces contrôles d'identité pourront, à chaque fois, faut bien mesurer que nous n'avons jamais donné d'autorisation générale et absolue. On est toujours quand même sous un contrôle déjà du préfet qui va ordonner ces zones de sécurité, qui va à chaque fois délimiter les territoires qui font l'objet de possibilités de contrôle un petit peu plus étendues, mais il y a à chaque fois un contrôle d'une autorité, donc on ne peut pas dire qu'on a quelque chose qui est étendu de façon constante. Ça n'est pas exact. Ça restera circonscrit. Tout à fait. Romain Masneau, RCF, sur un autre dossier. Est-ce que le mot de fainéant utilisé par Emmanuel Macron pour évoquer les adversaires des ordonnances sur le Code du travail était vraiment nécessaire? Ça rappelle un peu, peut-être était-ce volontaire d'ailleurs, le Nicolas Sarkozy de 2012 entre les deux tours quand il avait parlé du 1er mai comme la fête des vrais travailleurs. Est-ce que c'était nécessaire ce mot-là? De quel fainéant parlait-il, Yaël Braun-Pivet? Comment l'avez-vous entendu? Écoutez, il faudra lui demander. Moi, je ne commande pas les actions et les paroles des uns et des autres, et encore moins celles du président de la République. Et donc, je n'ai absolument aucune opinion sur cette question. Ça vous facilite pas la vie, quand même. Mais je n'ai aucune opinion sur cette question. Ok. Corinne Laurent, Lacroix.
Oui, la rentrée universitaire se passe dans des conditions parfois difficiles pour une partie des jeunes bacheliers. 3000 sont sans affectation. Le tirage au sort. Tirage au sort, il y a bien des questions. Comment... Les APL diminués de 5 €. Voilà, comment... Le climat n'est pas bon. Le climat n'est pas bon. Comment prendre en considération la jeunesse qui ne bénéficie pas d'un ministère de tutelle à proprement parler. Voilà, il y a beaucoup de difficultés à la fois d'affectation universitaire et de problèmes financiers qui sont liés à leur situation. Alors, justement, tout à l'heure, j'évoquais avec vous le formidable enthousiasme qu'avait généré le mouvement En Marche. Et cet enthousiasme, on l'a mesuré également auprès de la jeunesse. On a vu beaucoup de jeunes dans nos mouvements, dans nos réunions, s'impliquer. Et je pense qu'on a une jeunesse qui a vraiment envie d'entreprendre, qui a vraiment envie d'avancer, de rentrer dans la vie active, dans la vie d'étudiants. Et il faut effectivement y faire attention, y veiller, parce que c'est une formidable énergie. Pour APB, c'est terrible comme système. C'est vraiment... Donc c'est le tirage au sort qui préside, ou les algorithmes qui président à l'inscription à l'université. Le tirage au sort subséquent, quand finalement, avec les algorithmes, on se rend compte qu'on a trop de demandes pour assez peu de place. Et le ministre de l'Éducation a annoncé, je crois, qu'il allait réfléchir en tout cas à mettre fin au système APB. Et le tirage au sort a été particulièrement injuste parce que moi, j'ai des amis de mon fils. Mon fils était bachelier cette année. Donc, il a eu son deuxième choix pour faire une préparation pour faire une école de commerce. Et c'est pas parce que sa maman dirige la commission des lois. Non, c'était antérieur. Bon, mais j'ai eu de mes amis qui vraiment étaient effrayés parce qu'elles avaient leurs enfants qui étaient d'excellents élèves, qui avaient des mentions très bien et qui se retrouvaient victimes du tirage au sort. Et c'est quelque chose également de très décourageant pour les enfants de voir que leur travail scolaire n'est même pas récompensé et via un système qui est très injuste. Donc au-delà de cette difficulté d'affectation, c'est en plus un système qui ne va pas récompenser les meilleurs. Donc je trouve que c'est particulièrement dommage. Le système n'est pas mauvais, mais il y a trop de monde. Non, mais alors il y a trop de monde. Après, il faut réfléchir de façon globale. Faut-il sélectionner, Yaël Braun-Pivet? C'est le gros mot. Faut-il sélectionner? Alors, je pense que c'est pas un gros des mot. prérequis, comme on dit. Il faut s'interroger sur les chances de succès et donc l'intérêt que l'on peut avoir collectivement à accepter des gens dans des filières pour lesquelles on sait qu'ils n'ont quasiment aucune chance de succès au bout de 3 ans ou 4 ans d'études. Je trouve que c'est un énorme gâchis, que ce soit pour la société, pour nous, parce que ça coûte cher, un étudiant, et donc ce sont nos impôts à tous, c'est un investissement, et c'est un énorme gâchis pour eux, parce qu'ils ont perdu leur temps et ils se sont démotivés, ils ne sont pas formés en bout de chaîne et ils sont, on peut dire, peut-être découragés et ils vont rentrer sur le marché du travail sans qualification et avec un état d'esprit qui ne sera pas forcément le meilleur. En parallèle, nous avons des filières qui pourraient être réservées à certains et qui vont être trustées par d'autres qui pourraient utilement aller dans d'autres filières. Trusté, donc je pense qui vont en fait un peu, pas leur prendre leur place, mais un peu, disons que je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur, non pas réserver des filières à certains, mais en fait, voir comment on peut adapter le recrutement aux potentialités et aux capacités de chacun. Vous voyez, pour permettre à tous de réussir, car c'est ça l'objectif. Mais ça veut dire qu'il faut un examen en sortie de bac à l'entrée de l'université ? Non, je ne pensais pas du tout à un examen, mais c'est juste affiner beaucoup nos orientations. Je pense vraiment qu'il y a un travail colossal à faire en la matière d'orientation. Moi, j'ai mon deuxième fils, il le suit, il est juste en terminale. Ben voilà, il ne sait absolument pas quoi faire et on a l'impression, il y a beaucoup d'outils, mais il ne sait pas comment les utiliser, vous voyez ? Et donc, il y a un réel problème et il doit faire ses choix APB dans quelques mois, ou quelques semaines. Donc, c'est compliqué. On a encore beaucoup de dossiers à voir avec vous, compte tenu de l'ampleur des réformes qui ont été engagées par votre gouvernement et votre majorité. Yaël Braun-Pivet, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Yaël Braun-Pivet, députée République En Marche des Yvelines et présidente de la Commission des lois. Elle est interrogée par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. La hausse de 1,57 points de CSG, on parlera du PSG une autre fois, de CSG pour les retraités, CSG, oui, ça concernera 60% des retraités, ceux qui gagnent plus de 1 200 €. Est-ce que ce seuil est vraiment pertinent? Ils ne sont pas très contents, les retraités. Est-ce qu'on est un riche retraité quand on gagne 1 200 €? Alors non, on n'est pas riche quand on est retraité et qu'on gagne 1 200 €, d'autant plus si on n'est pas propriétaire de son logement, si on a un loyer à acquitter, les fins de mois peuvent être très difficiles. Après, il faut, et c'est la raison pour laquelle il y a une hausse de la CSG, il faut peut-être aussi rééquilibrer la façon dont on perçoit les charges en France et sur laquelle on fait peser l'effort. Et je pense que les retraités les plus aisés peuvent être mis à contribution dans la mesure où l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de créer plus d'emplois, de former les jeunes, etc. Donc on parle aussi de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Mais ils n'ont pas l'air très consentants, Yaël Braun-Pivet. Ce seuil de 1 200 €, voilà, si vous êtes retraité avec 1 300 € par mois et qu'on va vous coller la CSG, vous n'êtes pas très content quand même, non? Vous êtes considéré comme aisé à 1 300 € de retraite? Non, mais je crois pas. Ça commence quand, avoir le dit ça. seuil de richesse? Alors, on ne peut pas déterminer un seuil qui permet de dire on est aisé ou on n'est pas aisé parce que cela dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'endroit également où vous vivez. On ne peut pas parler de la même façon des revenus d'une personne qui est en région parisienne ou à Paris et d'une personne qui vit dans un petit village de France. Il y a beaucoup de facteurs qui font que, en fait, aisé, ça va être une perception. Est-ce que je compte mes sous? Est-ce que le 15 du mois, je suis obligée de faire appel à une association d'aide alimentaire pour pouvoir remplir mon frigo? Là, effectivement, la question ne se pose même pas. En revanche, après, c'est une appréciation très subjective. Donc, on ne peut pas déterminer un seuil au-delà duquel on serait aisé ou pas aisé. Un vrai choix de privilégier plutôt la jeunesse, plutôt que les retraités dont la situation se serait peut-être améliorée ces dernières années, ou est-ce que c'est ça? Je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il y a un choix global qui est fait d'essayer de faire en sorte que nous ayons une société beaucoup plus redynamisée et qui ait moins de freins. Donc cette répartition des charges apparaît comme étant un des freins. Donc voilà la raison pour laquelle nous agissons dans ce sens-là. Mais l'objectif n'est pas de privilégier tel ou tel dans la société. Bien au contraire, chacun a vocation à vraiment avoir toute notre attention. Et je vous rappelle que dans le programme présidentiel, il y avait une hausse du minimum vieillesse qui a été prévue de façon très conséquente, une hausse de l'allocation adulte handicapé également. Donc tout le monde a oublié ça, Yaël Braun-Pivet. Mais il ne faut pas l'oublier parce que vraiment, ce sont des promesses qui nous engagent et qui sont vitales parce que le minimum vieillesse ne permet pas, alors là, quelle que soit la situation sur le territoire, à une personne aujourd'hui de vivre dignement. Donc clairement, ça fait l'objet également d'une priorité. Et je pense que le gouvernement, en tout cas, a tout à fait l'intention d'honorer les engagements présidentiels sur ce sujet, car on ne peut pas permettre de garder ces seuils-là. Corinne Laurent, La Croix. Oui, au-delà des 2 révélations dont vous parlez, vous avez dirigé un centre des Restos du Cœur, vous avez fondé une autre structure. On n'a malgré tout pas l'impression que la pauvreté est un thème mis en avant La lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté. Il y a la problématique de la pauvreté infantile, la pauvreté des retraités. Est-ce que c'est un chantier qu'il faut mettre sur la table? Est-ce que des réformes un haut commissaire peut être nommé sur cette problématique? Est-ce que des réformes sont à venir, des plans? Est-ce que vous avez quelques éléments en parler plus, sur ce sujet? Alors moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, si vous souhaitez en parler plus, c'est vraiment, vous avez une bonne candidate. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de façons d'aborder les choses et elles sont extrêmement complémentaires.
Il y a d'une part tout l'aspect formation, dont on entend beaucoup parler et qui est vraiment au cœur de notre programme. Et pour le coup, moi j'ai vu au Resto du Cœur des jeunes arriver, des jeunes qui dormaient dans la forêt, à Maisons-Laffitte, donc pas très loin de Sartrouville, qui avaient 18-20 ans et qui n'avaient rien. Aucune formation, donc pas de logement, pas de famille puisqu'ils étaient en déshérence. Et c'est pourtant des jeunes qui étaient confiés au système français depuis leur plus jeune âge. Donc justement, avant, notre système réussissait à produire ce genre de situation. Donc la question, c'est tout ce que l'on met actuellement sur l'éducation, c'est le dédoublement des classes de CP, c'est le dispositif devoir fait, c'est la formation professionnelle après. C'est tout un dispositif pour permettre à ces jeunes d'avoir un avenir, parce qu'aujourd'hui, on n'en fait rien. Et donc, c'est des jeunes qui sont dans la rue et qui, malheureusement, y restent pendant de nombreuses années avec tout l'effet destructeur que cela a sur leur personnalité. Après, pour les personnes âgées, c'est la réévaluation du minimum vieillesse qui, effectivement, me semble très importante. Après, on voit que pour les personnes âgées, il y a un énorme tissu associatif, avec des associations telles que les Restos du Cœur, mais aussi les Petits Frères des Pauvres, qui font un travail formidable à destination de ces personnes pour briser le lien de la situation de solitude dans laquelle elles sont, et pour lesquelles on peut aussi, nous, développer en tant que personnes qui sommes à l'action, on peut développer des systèmes de solidarité intergénérationnelle, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des plans d'hébergement, bien sûr, des constructions de places d'hébergement qui sont indispensables. Mais pourquoi votre gouvernement n'en parle-t-il pas, ou si peu, Yaël Braun-Pivet? Je ne sais pas s'il n'en parle pas ou si on ne l'entend pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses qui sont en chantier. Je ne vois pas comment vous pouvez lutter contre un phénomène qui s'aggrave partout. Je prendrai juste 2 exemples. À l'Assemblée nationale, il y a moins de 5% des députés qui sont du milieu des employés. Grosso modo, c'est essentiellement des cadres supérieurs, etc. Ouais, dans les grands corps de l'État, dans les grands corps de l'État, les concours, etc., il n'y a jamais si peu d'hétérogénéité sociale, beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Donc partout, on insiste à la confrontation, élitisme contre populisme, et ces 2 camps s'affrontent de plus en plus. Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et je ne vois pas comment vous, qui êtes perçu, pas vous particulièrement, mais En Marche, qui êtes perçu comme étant plus du côté de la France start-up, de la France dynamique, de la France qui gagne, quels moyens vous allez mettre en œuvre pour résoudre ce fossé qui s'accroît? C'est une question que je vous pose. Alors, déjà, effectivement, c'est peut-être une perception que vous avez d'En Marche, des députés En Marche qui sont très start-up et tout ça. Je pense que c'est une perception erronée. Moi, je suis issue du milieu associatif, il y a des aides-soignantes, il y a des agriculteurs, il y a beaucoup de professions qui sont représentées au sein de notre mouvement. Enfin, start-up, c'est le président. Mais c'est pas lui qui en parle. Très bien, mais nous n'avons pas tous le même parcours, et c'est ça la richesse d'En Marche, c'est justement que nous ayons tous des parcours très différents. Donc après, effectivement, il y a un problème, mais ça c'est un mal français, comme vous le dites, il existe depuis 50 ans avec cette reproduction des élites, etc. Et nous pouvons faire plusieurs choses. Et je pense qu'avec le mouvement En Marche, c'est ce que nous avons fait avec cet intérêt que les citoyens ont eu de façon très large pour la politique, ce qui fait que ça a amené beaucoup de gens qui ont des parcours très divers vers la politique, mais également je pense qu'avec le paquet qui est mis sur la formation, nous allons pouvoir permettre à des jeunes qui sont dans des quartiers difficiles et qui aujourd'hui, mais pas plus qu'il y a 30 ans, n'ont quasiment aucune chance de parvenir à des études très élitistes. Grâce aux efforts que l'on met vraiment sur ces publics, nous allons pouvoir les amener en tout cas à ce qu'ils aient à tout le moins les mêmes chances. C'est l'objectif que l'on poursuit, parce qu'il faut que tout le monde puisse réussir de la même façon, qu'ils aient les mêmes chances. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Yaël Braun-Pivet. On arrive bientôt au terme, malheureusement, de cette édition de Face aux Chrétiens. Romain Masneau, RCF. Je voulais parler un peu d'Europe. Il y a des élections générales en Allemagne bientôt. Angela Merkel est archi-favorite. Reste à savoir avec qui elle gouvernerait. Est-ce qu'elle reconduirait la grande coalition avec les sociodémocrates qui sont plutôt mal en point dans les sondages pour l'instant? Est-ce que c'est une bonne idée finalement, ces grandes coalitions? Est-ce que le risque, c'est pas qu'un jour l'alternative devienne les extrêmes, en l'occurrence l'AfD en Allemagne, qui est plutôt bien placée dans les sondages? Cette question touche la situation française, on l'a bien compris. Oui, Yaël Braun-Pivet. J'ai bien compris. Écoutez, moi je pense que les grandes coalitions permettent de faire de la concertation et de faire émerger des solutions
équilibrée. Et donc je pense que vraiment, c'est la voie de l'avenir. Et c'est ce que vraiment nous, pour revenir à notre exercice au quotidien au sein du Parlement, nous voyons avec le MoDem qu'en échangeant et en discutant et en étant des partenaires, nous arrivons à faire émerger des solutions communes qui ne sont pas nécessairement celles que nous avions au départ. Donc je pense que le fait de se concerter, de se regrouper avec cette envie et cet objectif commun est la meilleure façon d'arriver à avoir des dispositifs équilibrés. Et c'est vers ça que nous souhaitons Sur tendre. l'Europe même, Emmanuel Macron a fait un grand discours à Athènes. Quel projet commun Angela Merkel et Emmanuel Macron pourraient défendre, des projets concrets pour l'Europe ? Yaël Braun-Pivet. Je leur laisse le soin de vous faire part de leur grande idée commune de l'Europe et des projets qui pourraient être fédérateurs pour nos peuples. On est un peu en peine d'idée aujourd'hui quand même. Une Europe protectrice, on en parle beaucoup. C'est une Europe protectrice, en même temps c'est une Europe qui permet à tous les pays, quels que soient leurs écarts de niveau de vie, de problématiques, d'avancer ensemble. C'est une Europe qui permet à chacun d'exister avec ses différences. C'est aussi une Europe qui se protège des migrants. Yaël Braun-Pivet, vous, en tant que présidente de la Commission des lois, quel regard vous portez sur cette question-là ? Est-ce qu'il faut sélectionner en amont, comme nous dit Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il faut renvoyer chez eux de façon plus efficace ? C'est aussi ce qu'on nous dit. Comment vous voyez les choses, Yaël Braun-Pivet ? Je crois qu'on ne peut pas dire c'est une Europe qui se protège des migrants. Nous n'avons pas à nous protéger des migrants. Les migrants ne nous mettent pas en danger. Voilà, moi je suis à titre personnel issue de l'immigration à 2 générations. Et donc voilà. L'immigration, ça permet aussi, c'est l'excellence républicaine. Moi, j'ai été dans des lycées publics et ça permet de présider la commission des lois. Donc, il y a l'immigration, c'est aussi quelque chose de très beau. Ça permet de mixer les cultures, d'avoir une ouverture sur le monde, mais aussi d'avoir des gens qui aiment la France de façon très profonde. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faille se protéger de l'immigration. Après, c'est une vraie problématique. Il faut l'aborder avec responsabilité et ce sont des vrais sujets. Moi, je vais tout à l'heure sur le camp de migrants de Port-de-la-Chapelle pour voir justement comment se passe concrètement l'accueil des migrants à Paris. Et il faut adopter une politique très responsable. Et je pense que c'est la politique que nous allons adopter et qui naît justement qui permet d'avoir une position très équilibrée. Un tout dernier mot de Romain Masnon, RCF. Oui, on sait désormais, c'est vraiment officiel que les JO 2024 auront lieu à Paris. Certains étaient réticents. Enfin voilà, on a vu que les éditions précédentes avaient coûté assez cher, avaient eu moins de retombées économiques que prévu. Est-ce que vous êtes une JO prudente ou une JO enthousiaste ? Je suis une JO très enthousiaste. C'est une formidable nouvelle et c'est un moment inouï dans la vie d'un pays. Donc bien sûr, JO très enthousiaste. Pour Anne Hidalgo. Ah mais pour tout le monde, qui veut être présidente de la République. Non, mais c'est une vraie victoire pour tout le monde, pour la France. Ça va être un moment extraordinaire et je pense qu'on peut tous se réjouir collectivement. Voilà, ça sera votre dernier mot, un mot d'enthousiasme, on l'a bien compris. Merci beaucoup à vous, Yaël Braun-Pivet. Je rappelle que vous êtes députée République En Marche des Yvelines et que vous présidez la commission des lois à l'Assemblée nationale. Notre invité la semaine prochaine sera Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne et président de la commission des affaires étrangères au Sénat, lequel Sénat connaîtra donc des élections pour une partie de son effectif le dimanche suivant l'émission. Donc nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette émission et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites respectifs des partenaires de Face aux Chrétiens, La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci à vous tous de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.